Bon, écoutez, on va commencer. Voilà. Donc, nous remercions votre venue pour cette conférence sur le SAMA qui est extrêmement importante. Comme le disait Daniel récemment, à l'instant, c'est une pathologie qui est très fréquente associée au syndrome d'Ehlers-Danlos et au HSD. 80% des gens en ont. Et effectivement, moi, dans ma pratique, il y a pas mal de gens qui sont bien améliorés en traitant que le SAMA qui se traite de manière allopathique. Donc, je vais céder la parole à Daniel pour qu'il nous présente le sujet. À toi, Daniel. Merci Michel. Alors, je prends l'écran, c'est cela? Oui, tu fais partager l'écran. Ok, et ça doit être celui-ci. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez des questions, dans les questions-réponses, c'est celles qu'on peut répondre au fur et à mesure, on le fera, auxquelles on peut répondre, pardon, et les autres, on collectera pour la fin. Ok, alors, diaporama, voilà, ça y est. Ça y est, c'est bon, on voit le... Oui. Oui, on le voit bien, pas de problème. Bon, parfait, merci du retour. Bonsoir à tout le monde, à tous les participants. Deux ou trois petits préambules. D'abord, l'absence totale, j'ai une absence totale de lien d'intérêt, ce qui est toujours important à dire au départ. Je devais aussi présenter cette petite conférence du syndrome d'Ehlers-Danlos, SED, ou des maladies du spectre de l'hypermobilité HSD associées à un syndrome d'activation mastocytaire SAMA avec Isabelle Brock, notre nouvelle présidente. Malheureusement, elle est hospitalisée, donc on lui souhaite un prompt retour en pleine forme. Et donc, il y aura peut-être un complément de cette conférence avec Isabelle, et en particulier sur les traitements, puisque ça bouge un peu et qu'elle est juste à la pointe, en particulier des traitements. L'autre préambule, c'est que c'est une soirée, donc c'est en ligne, et qu'elle elle est accessible gratuitement. Elle sera après la vidéo accessible gratuitement sur notre nouveau site qui ouvrira, j'espère, bientôt, j'espère dans un mois et demi maximum. Et que voilà, on demande aussi aux gens qui en profitent de pouvoir éventuellement, si ça nous ferait plaisir, qu'ils adhèrent au GERCED, un, pour nous encourager, deux, pour venir nous rejoindre et participer à nos débats, en particulier il y a une liste de discussions internes réservée aux soignants, et où on met en avant nos questions et nos réponses dans ce petit cercle-là, et c'est ce qui nous fait avancer. Et nous avons effectivement une expérience de suivi très importante de plusieurs milliers de patients, et c'est ce qui fait aussi notre singularité et notre force. Un dernier préambule, et on commence, c'est pour à nouveau dire qu'on tend la main au centre de référence et à la filière Oscar, qu'on a envoyé des mails et qu'on en profite ce soir pour à nouveau leur tendre la main, et que nous sommes désireux de collaborer ensemble. Voilà ces petits préambules de notre association GERCED. Donc, le SAMA associé à un SED ou un... d'abord, c'est d'abord ce SAMA est bigrement important. On va voir pourquoi, mais c'est parce que si on arrive à définir qu'il y ait un SAMA après un diagnostic de SED ou de HSD, ça nous permet effectivement une ouverture vers un traitement qui peut être très intéressant. La définition donc du SAMA, dans beaucoup de pays, en particulier les ISA, le SAMA fait partie des maladies de l'activation du mastocyte. Alors,
Voilà, le MCAD, c'est donc les désordres de l'activation du mastocyte, cet anagramme, comprend des maladies mono-organiques comme l'asthme, T'as plus ta sérodine, machin? l'irritation colique, ainsi que des maladies multisystèmes comme le SAMA et l'anaphylaxie. Donc, voilà, le MCAS fait partie du MCAD dans les pays anglo-saxons et en particulier aux États-Unis. En France, Elle kiffe grave, hein, le MCAD... pas sur tes pieds. Ah, il y a une coupure. Voilà, est-ce qu'on m'entend à nouveau? Très bien, parfait. Oh, très bien. Donc, en France, le MCAD des USA, c'est égal au SAMA. Voilà, cette définition, elle est importante parce qu'après, on risque de moins bien se comprendre. Alors, pourquoi moi, je n'arrive pas, par contre, à passer à la diapo suivante? Alors, je vais ressortir pour... Il y a un petit peu... On a la suivante. Voilà. Alors, on va relancer le diaporama. Et voilà, cette définition. On passe à la... Excusez-moi, il y a eu un petit problème de bug. Donc, c'est une pathologie très récente. Hein. Ce n'est qu'à partir de 2010 qu'est décrit le SAMA. C'est rien du tout en médecine. Ça fait 11 ans. C'est-à-dire que c'est le cursus d'un étudiant. Hein. C'est-à-dire qu'il se peut que les étudiants d'aujourd'hui n'aient pas eu beaucoup d'informations sur ce SAMA. Donc l'OMS n'a pas encore établi de critères diagnostiques bien précis, il n'y a pas de consensus international. Le SAMA est donc un sujet de recherche important, ça bouge beaucoup sur les traitements, sur la façon de comprendre, les tenants et les aboutissants de ce SAMA. Le SAMA se définit assez simplement comme une hyperréactivité des mastocytes, une hypersensibilité. Ils réagissent pour des stimuli qui ne devraient pas être et ils libèrent leurs médiateurs d'une façon importante, chronique importante et avec des accès par à coup. Et le nombre de mastocytes est normal dans la moelle et dans les tissus. Donc on est avec une hyperréactivité des mastocytes avec un nombre de mastocytes normal, et avec des analyses biologiques qui sont normales. Donc, ce n'est que la clinique qui peut, on va voir après pour le diagnostic, qui est principale pour faire le diagnostic. Le SAMA, on s'est aperçu que le SAMA était associé à bien d'autres pathologies. Donc, il est d'abord associé au syndrome d'Ehlers-Danlos, et si Isabelle était là, elle aurait pu effectivement nous indiquer qu'il y a des auteurs, il y a des articles qui vont sortir aux États-Unis qui donnent jusqu'à 80% de SAMA associés au SED et HSD. Le syndrome de tachycardie orthostatique posturale, le STOP en français, le POTS en anagramme anglais, américain. Le SAMA est associé aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les MICI, dont la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, les maladies rhumatismales comme la spondylarthrite ankylosante ou la polyarthrite rhumatoïde. Ça peut être associé à une hypogammaglobulinémie commune d'expression variable. Ça peut être associé et quelquefois déclenché, il y a des articles là-dessus, sur la maladie de Lyme, et puis à des dystonies neurovégétatives. Donc ça, c'est simplement pour situer le SAMA et donc ces anomalies de fonctionnement du SAMA, cette hyper-réactivité est associée à bien d'autres maladies. C'est pour ça aussi qu'on en parlera aussi beaucoup et qu'on ne va pas s'étaler ce soir sur complètement le SAMA et ce que ça engendre, parce qu'on va se recentrer aussi sur le SED et le HSD associés au SAMA.
Le mastocyte, donc, c'est une cellule de la moelle osseuse qui passe dans le sang comme un promastocyte et qui va terminer sa maturation dans le tissu conjonctif. Les mastocytes sont présents dans la peau, dans les muqueuses digestives, respiratoires, ORL et génitales. Ils sont en relation très proche avec les terminaisons vasculo-nerveuses, donc les vaisseaux sanguins et les nerfs. Il y a des interactions naturellement entre les deux. Les mastocytes sont là, ce sont des sentinelles, ils veillent, ils sont là pour nous protéger, pour nous défendre d'éventuelles agressions. Ils sont là, ils veillent. Et s'ils sont stimulés, eh ben, ils réagissent. Voilà. Donc, ils assurent des défenses immunitaires, des défenses de prolifération tumorale, des processus de cicatrisation, des processus de fibrose, des processus d'angiogénèse, de néoformation vasculaire. Donc, on voit qu'ils sont là vraiment pour nous défendre, qu'ils sont éminemment utiles et ils veillent. Dans le SAMA, ces mastocytes sont hyperstimulables et quand ils sont stimulés, ils libèrent localement et éventuellement dans la circulation sanguine, des laps de temps un peu différents, on va voir ça, des substances, des médiateurs dont ils ont fait la synthèse auparavant. Ils sont là et ils libèrent. On dit qu'ils dégranulent parce qu'au microscope, on voit des petites granules dans leur cytoplasme et quand ils sont effectivement stimulés, ils libèrent leurs granules, on dit qu'ils dégranulent. C'est cette libération chronique de toutes les substances qu'on va voir, d'une façon chronique et donc plus élevée que dans la norme, avec des à-coups qui provoquent ces symptômes du SAMA. Donc, une diapo pour dire, bon voilà, ces cellules, ces mastocytes sont très proches de l'épiderme, ils sont dans le derme, ils sont très proches des nerfs et ils sont très proches des vaisseaux. Donc, ils ont des interactions avec beaucoup d'autres cellules et on voit au niveau du sang avec les lymphocytes T, les éosinophiles, les neutrophiles. Donc, il y a énormément d'interactions neurovasculaires et avec les mastocytes. Les symptômes, lorsque ces mastocytes dégranulent, ils peuvent donner des symptômes dans beaucoup de systèmes. Dans le système cutané, digestif, respiratoire, ORL, cardiovasculaire, neurologique, musculo-squelettique, urologique, générosystémique. Voilà. Donc, plein de symptômes qu'on va revoir un petit peu plus dans le détail. Et ces signes cliniques sont individuels, c'est-à-dire qu'ils sont pour des individus beaucoup plus cutanés ou beaucoup plus digestifs ou beaucoup plus musculo-squelettiques ou tout. Donc, ils sont individuels tant dans leur présence que dans leur intensité. Il y a des gens qui ont des problèmes digestifs majeurs et en particulier des enfants, il y a énormément d'enfants qui peuvent être hospitalisés en urgence pour des douleurs abdominales, par exemple. Et ça peut fluctuer dans le sang, dans le temps, c'est-à-dire à un moment c'est plus digestif, ça s'arrangerait plutôt et ça devient plus sur un autre système. Prenons donc tous les systèmes. Le système cutané, il y a donc des prurites, des flushs, des érythèmes. Les érythèmes après friction, c'est le signe de Darrier qui est le signe du SAMA dans les mastocytoses. Le SAMA n'est pas une mastocytose. Il peut y avoir ce signe de Darrier, de l'urticaire, une peau fragile, des ecchymoses et un dermographisme. Le dermographisme, c'est le graphisme sur le derme, c'est-à-dire on peut écrire sur la peau, on peut se faire un trait comme ça sur l'avant-bras, on voit que ça gonfle. Voilà, le dermographisme. Au niveau du système digestif, on a des diarrhées chroniques, des nausées, des vomissements, pyrosis, ulcère gastro-duodénal, des ballonnements, des douleurs abdominales pouvant être très fréquentes, voilà, des inflammations intestinales qui peuvent donner des MICI, dont le Crohn et la RCH.
au niveau du système respiratoire et ORL, on a toujours la libération de ces médiateurs d'une façon chronique et par à coup peut donner de l'asthme, ou du pseudo-asthme parce que les pneumos disent c'est pas de l'asthme, ça y ressemble, mais il n'y a pas tous les critères. Rhinite, conjonctivite, congestion nasale, tout, sinusite ou pseudo-sinusite parce que c'est beaucoup plus une inflammation et une réaction. Au niveau du système cardiovasculaire, on peut avoir des palpitations, des malaises, des syncopes, des hypotensions orthostatiques, des malaises, donc je l'ai dit, des vertiges, des sueurs et des épisodes de vasodilatation. Certains donc font du stop en français ou du POTS, des manifestations cardiaques du SAMA, c'est-à-dire que éventuellement le POTS et le stop, ça serait une manifestation du SAMA et peut-être qu'il n'y aurait pas d'entité spécifique de stop ou POTS. Voilà, on continue. Donc, au niveau du système neurologique, ça peut donner ces médiateurs des migraines, des céphalées, de la fatigue anormale, des troubles du sommeil, anxiété, irritabilité, tristesse et troubles de la concentration. Donc, bon, c'est tout un catalogue, mais bon, on le fait. Dans le système musculo-squelettique, on a des douleurs articulaires, musculaires, tendineuses. Ça rappelle tout ça bien des signes du SED. Et puis, on a de l'ostéoporose, ça c'est beaucoup plus spécifique du SAMA et de l'ostéopénie avec des fractures spontanées. Lorsqu'il y a quelqu'un qui souffre de SAMA depuis longtemps, il faut aller voir du côté de l'ostéoporose parce que ça peut être un signe secondaire et important de conséquence. Et puis, il y a des maladies rhumatismales qu'on a déjà évoquées, spondylorthénique zone et polyarthrite rhumatoïde. Au niveau urogénital, pollakiurie, brûlure mictionnelle, cystite interstitielle, dyspareunie et troubles de la libido. Les signes généraux, c'est l'anaphylaxie et les œdèmes de Kundt, et l'anaphylaxie. Et donc, ces manifestations peuvent être importantes et éventuellement mortelles. Donc, lorsqu'on a un SAMA, il est très important d'aller voir ces signes généraux systémiques pour prendre des signes de prévention. Donc, quand on voit là, je vous ai fait un petit rappel des signes cliniques du SED et HSD. Je ne vais pas les reprendre parce que c'est ceux que je viens de donner, aussi bien sur les douleurs, l'asthénie. La trouble de la proprioception, c'est spécifique quand même au SED et HSD, mais la fragilité de la peau, la dysautonomie, polyurie, dystonie, trouble du sommeil, tout ça, ça se superpose et que les signes cliniques du SAMA, SED et HSD peuvent se superposer à quelques signes spécifiques et du SED et du HSD et des signes spécifiques du SAMA. Donc, moi, j'ai connu le SAMA assez tôt, en 2014, donc ça faisait pas longtemps que le SAMA était connu, et je l'ai connu alors que je connaissais le SED. Voilà, donc et j'ai tout de suite vu le rapport et la superposition du SED que je connaissais et de ce SAMA que je découvrais. On a été dans les premiers, effectivement, à faire ce rapprochement du SED et du SAMA parce qu'on connaissait le SED et que le SED était connu avant un petit peu quand même le SAMA. Voilà, et que j'ai pu écrire un mémoire en 2015 sur ce SAMA et ce SED et cette superposition de ces signes. Et avec Isabelle aussi. Donc, les principaux médiateurs libérés dans cette dégranulation des mastocytes sont l'histamine, voilà, l'héparine, on comprend, des leucotriènes, les prostaglandines, et puis l'enzyme de conversion de l'angiotensine, des enzymes
protéolytiques, pardon, des cytokines, des chymokines, des facteurs contre les tumeurs et du PAF. Donc cette libération de médiateurs importante, chronique et par un coup, qui donne les signes cliniques cités auparavant. Ces médiateurs peuvent être des médiateurs préformés, des médiateurs néoformés et des médiateurs pro-synthétisés dont ils vont avoir une synthèse. Voilà, c'est une diapo du cérémaste ainsi que la suivante qui nous dit aussi qu'il y a des libérations immédiates dès la dégranulation, en particulier de l'histamine, mais aussi l'héparine, des protéases, et TNF-alpha, et puis de 3 à 6 heures, des prostaglandines, des leucotriènes, et puis après 6 heures, on voit que ce sont des réactions en chaîne avec des libérateurs de tout de suite d'histamine qui étaient préformés, qui ont été tout de suite libérés, et puis après des choses néoformées, et donc après 6 heures, on a les chymokines, etc. Les principaux déclencheurs retrouvés dans l'activation mastocytaire. On sait, voilà, il y a eu des recherches qui ont été faites, mais pourquoi ils dégranulent trop, ça on ne sait pas trop bien, mais qu'est-ce qui fait que particulièrement ces mastocytes, par quoi sont-ils stimulés d'une façon anormale, trop voilà. Alors ce que l'on retrouve, c'est certains aliments et boissons. On va les revoir un petit peu en particulier puisqu'on a fait un questionnaire qu'on détaillera tout à l'heure. Mais bon, il y a certains aliments qui peuvent déclencher cette activation des mastocytes. Donc alcool, œufs, charcuterie, etc. On va voir un petit peu en détail après. Donc voilà, des aliments et boissons, des températures froides ou chaudes ou un changement brutal, des odeurs. Alors les odeurs, c'est important parce que souvent, les patients ne veulent pas trop dire qu'une odeur peut les mettre mal à ce point-là. Hein. Une odeur peut nous mettre mal parce que ça sent mauvais ou ça sent trop fort, mais les patients qui ont un SED et un SAMA, ils sont vraiment mal. Hein. En fait, ils dégranulent vraiment. Ils ont des boutons, ça leur donne des boutons. Les odeurs leur donnent des boutons, mais ça les met mal, ils ont des nausées, ils peuvent avoir mal au ventre par une odeur. Hein. Et c'est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Il faut aller le chercher parce que ce n'est pas un déclencheur qui est donné spontanément par les patients. Les efforts physiques ou intellectuels, un effort intellectuel peut faire dégranuler et voilà, on peut aussi avoir des rougeurs, mal au ventre. Les ultraviolets du soleil, le stress, l'eau chaude, la douche et le bain, on reviendra sur ces signes-là. Certains médicaments, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, codéine, morphinique, antibiotiques, vitamine B9, aspirine, produits de contraste iodé pour les principaux médicaments. Les coups, les traumatismes, hein, on sait que des coups, des traumatismes peuvent révéler ou aggraver un SED ou un HSD, eh bien c'est aussi de la même façon pour le SAMA. Les déclencheurs, les piqûres d'hyménoptères, mais surtout les guêpes, les abeilles, et on a vu que ça pouvait être dangereux, très dangereux, mortel pour certains, et puis les venins de serpents. Et puis, aucun déclencheur retrouvé. On ne sait pas pourquoi, on connaît tout, voilà, et malgré une enquête précise, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Donc, ça reste toujours aussi passionnant de trouver. Donc, ça, c'est pour résumer. Ça dégranule en fonction de certains aliments ici. Donc là, on a représenté les tomates, les fromages, les poissons, les crustacés, la charcuterie, les fruits à coque, les cacahuètes, le café, le chocolat, les fraises. Voilà, donc certains aliments, certains médicaments, le stress, les émotions, certaines substances, la substance P, des lipoprotéines, adénosine, et puis les facteurs physiques dont on a parlé.
les traumatismes, les frottements, les variations de température, les piqûres, les interventions chirurgicales. Les interventions chirurgicales peuvent être une cause de dégranulation et de déséquilibre. Le diagnostic d'un SAMA. Bon, alors, comment est-ce qu'on fait ce diagnostic? Sur les signes cliniques qu'on a vus donc précédemment et qui se superposent. Une fois qu'on a écarté des diagnostics différentiels, donc en particulier une mastocytose, c'est-à-dire avec des nombres de mastocytes et une apparence normale des mastocytes, éventuellement dans la moelle ou dans les tissus. Et puis éventuellement aussi, qui est une preuve indirecte, c'est le succès d'un traitement qui bloque ou qui traite l'augmentation des médiateurs, même si c'est partiel, mais que c'est net. On dit, voilà, on a donné seulement des antihistaminiques, éventuellement un anti-leucotriène, un antihistaminique, et puis ça va bien mieux. Et l'absence de résultats anormaux en biologie. La biologie est normale. Alors, une petite chose particulière pour la tryptase. La tryptase, c'est un marqueur assez spécifique des mastocytes. Donc, en fait, le taux de tryptase, la tryptasémie, est normale dans le SAMA. Elle est anormale dans une mastocytose. Et il y a eu un consensus qui existe et qui est intéressant sur ce taux de tryptase. On dose la tryptase au repos, c'est-à-dire quand il n'y a pas de manifestation, au mieux de la forme des gens, ils n'ont pas de manifestation de SAMA. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe? Parce que quand les gens ont ça d'une façon chronique, ça peut, en tous les cas, avec le minimum de signes, voyons ce qui se passe au niveau de la tryptasémie. On dose cette tryptase au maximum au repos. Et puis, on fait un dosage de la tryptasémie justement lors d'un accès. Cette tryptasémie peut être normale encore. Mais si elle a une augmentation de 20% du taux de base auquel on ajoute 2 points, eh bien, si on a à ce moment-là, on a un argument pour le consensus international comme quoi ce serait bien un SAMA. Alors, ça a l'air un peu compliqué ce que je dis. Il y a un exemple qui est, voilà, vous pourrez le revoir donc, sur la vidéo. Si on prend une tryptasémie à 5, 20% de 5, c'est 2. Donc, c'est 1, pardon. Donc, 5, 20%, 1, plus les points 2, on a 8. Donc, tous les dosages égaux ou supérieurs à 8 peuvent donc être considérés comme un SAMA. Voilà. Ça, c'est une nouvelle notion, un consensus international qui est intéressant. Ce serait la seule, pourtant, pour l'instant, le seul argument incontournable, c'est-à-dire une augmentation de la tryptasémie qui est normale de 20%, auquel on rajoute 2 points. Voilà, cette augmentation de 5 à 8 pour 5 fait que au-dessus, égal ou au-dessus, on a effectivement un argument biologique d'un SAMA. Donc, une fois qu'on a notre démarche, c'est qu'on a déjà diagnostiqué un SAD ou un HSD, quels sont les arguments qui peuvent nous faire penser à un SAMA associé, parce qu'à ce moment-là, on pourrait donner un traitement pour le SAMA et améliorer grandement des signes dont on ne sait pas s'ils appartiennent au SAMA ou au SED. C'est ça le but. Et il est important parce qu'on peut avoir des résultats spectaculaires. Donc, ça, c'est l'objet d'un questionnaire qu'on a mis au point par le GERSAD et aussi avec SED France et les patients de SED France qui ont pu nous répondre. Et on a donc établi ce questionnaire qui nous fait penser à un SAMA une fois, je le répète, le diagnostic SED ou HSD fait, et en particulier par les critères de New York, comme le demande le PNDS. Il est bien évident que dans ce questionnaire, on n'a pas repris des symptômes majeurs qui étaient
associés aux deux, comme par exemple la fatigue. Ce n'est pas un élément central, alors que c'est un élément très souvent central du CED et du HSD, qu'on n'a pas spécialement repris dans ce questionnaire. Alors, ce questionnaire, donc, il s'intitule « Questionnaire en vue d'un éventuel diagnostic de SAMA associé à un CED ou HSD ». Signe de la douche, c'est un signe qui nous est venu à force de questionner des patients, et ce sont les patients qui nous ont appris à affiner ces signes de la douche. Alors, la question c'est, après la douche, pendant ou après la douche, avez-vous constaté des rougeurs, des démangeaisons, une éruption, une fatigue? Eh bien, ce n'est pas si simple, une fatigue, puisqu'ils disent, bah oui, mais je suis tout le temps fatigué. Oui, mais est-ce que vous êtes plus fatigué après la douche, une fois que vous avez reçu l'eau? Oui, mais non, mais je suis toujours fatigué, surtout quand je me lave les cheveux. Non, sans vous laver les cheveux. C'est comme ça. Là. La consultation, savoir si la douche fatigue ou pas, c'est pas facile. Donc, c'est pas aussi facile que ça. Donc, il faut demander, est-ce que vous avez besoin de vous reposer? Mais non, je ne me repose pas parce qu'il faut que il y a les enfants et tout. Oui, d'accord, mais est-ce que vous avez un besoin, vous auriez besoin de vous reposer? Vous êtes volontaire et tout, mais est-ce que… Alors, oui, mais je ne sais pas… alors, bon, est-ce que ça vous dynamise? Voilà, c'est aussi la question. Est-ce que ça vous dynamise, la douche? Vous prenez votre douche et waouh, ça y est, c'est bien, ça vous fait du bien, ça vous réveille, ça vous met en pleine forme. Ah non, pas du tout, pas du tout. Voilà. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que ça dynamise la douche? Ah bon? Parce que d'une façon familiale, puisque le CED c'est familial, le SAMA, ça peut l'être. Mais comme on a vu que 80% des CED avaient un SAMA, donc dans la famille, quelquefois, on ne sait pas que ça dynamise la douche le matin. Donc, cette fatigue et ce besoin de vous reposer, non pas qu'on veuille que les gens rentrent dans cette case et ils sont fatigués, mais souvent, ils banalisent leur fatigue de la douche, puisqu'ils sont toujours fatigués, et besoin de se reposer et besoin de s'allonger, quelquefois, bon, ils ont du mal à le dire. Prenez-vous votre douche le soir? C'est une question parce que effectivement, il y a beaucoup de la fatigue, et effectivement, les gens la prennent plutôt le soir pour favoriser l'endormissement. Ce qui est assez étonnant, j'ai déjà abordé le problème, en particulier la proprioception, c'est que quand il y a des réunions avec les patients et qu'il y a éventuellement une patiente et son mari, parce que statistiquement, c'est plus la patiente, statistiquement, ils comprennent qu'effectivement, s'il y a un SAMA et ça dégranule, à ce moment-là, ça fatigue. Et c'est pour ça que tu la prends le soir. Et toi, si tu la prends le matin, ils se découvrent, ils vivent en parallèle pendant des années, et ils n'ont pas compris qu'il y en a un qui prend le soir pour certaines raisons, et l'autre qu'ils prennent le matin pour… voilà. Toutes ces digressions pour cette douche qui est assez importante, et que c'est pas facile de savoir si ça fatigue et si les gens ont besoin de se reposer, surtout les jeunes qui ont plein de choses à faire. Deuxième sujet, est-ce que vous avez des intolérances médicamenteuses? Donc, oui, non, quel médicament, quel effet secondaire? On a vu tout à l'heure les principaux médicaments. Les intolérances alimentaires, donc qu'est-ce que ça fait de l'urticaire ou des nausées et des vomissements? De la même façon alimentaire, oui, non. Qu'est-ce que ça vous fait? Généralement, c'est des signes digestifs ou des signes cutanés, et puis ça peut être aussi des signes cardiovasculaires ou respiratoires. Alors, des fois, ils disent « bon, non, je mange de tout, bon, très bien ». Alors, on repose des questions. Non pas qu'on veuille qu'ils rentrent dans les cases, mais vous allez voir que c'est vraiment une enquête. Et quand on dit « est-ce que vous pouvez manger des œufs ?» Ah non, pas trop, ou pas. Du chocolat, des fruits de mer, ah bon non, pas du tout. Des fraises, des fruits exotiques, des fruits à coque. Et là, on se dit « ah non, mais j'ai déjà… Non, mais des fruits de mer, non, mais les huîtres, j'en mange pas. Ah bon, vous n'en mangez pas parce que vous n'aimez pas ça ou parce que ça…
Ah mais non, mais je ne mange pas. D'abord, toute la famille, on n'en mange pas. Ah bon, vous habitez où? À Caen? Au bord de la mer, enfin, ou à Cancale, que sais-je. Ah ben non, on ne mange pas d'huîtres à la maison. Vous en avez déjà mangé? Vous avez essayé? Ah oui, j'ai essayé une fois, oui. Ah non, ça m'a rendu malade. Donc, c'est vraiment une enquête sur des habitudes alimentaires où les gens, s'ils n'ont pas supporté des huîtres, on n'est pas obligé d'en manger si on n'aime pas ça, surtout si on est malade. Et après, on peut avoir un dégoût et puis se dire ah non, je ne mange pas par goût, par dégoût d'ailleurs. Donc, cette enquête alimentaire, elle est un petit peu plus compliquée. Quelquefois, ça demande un petit peu plus de temps parce que les gens ont oublié. Ah non, mais les choux, non, mais j'aime pas ça. Mais d'abord, j'aime pas ça, parce que si j'en mange, de toute façon, j'ai mal au ventre, j'ai plutôt des coliques, j'ai de la diarrhée. Non, les choux, non, les tomates. Ah, les tomates aussi, oui, non, j'en mange pas. Voilà, les kiwis. Les kiwis, ça pique un peu là dans la bouche. Ça, ananas aussi, d'ailleurs, j'en mange pas. Je peux en manger, mais ça pique quand même, ça pique. Bon. Donc ça, il faut, c'est pas facile. Il se peut d'emblée que les gens disent non, je n'ai pas d'intolérance alimentaire, sans vouloir les faire absolument entrer dans les cases. Une petite enquête, voilà. Sur l'alcool aussi, il y a des intolérances notables, quoi. Piqûre d'insectes, de guêpes ou d'abeilles, donc bon, de grosses réactions. Venin de serpent aussi, mais bon. Bon. Est-ce que vous avez fait un œdème de Quincke là? C'est aussi important à noter. Et voilà, c'est un élément important, œdème de Quincke et choc anaphylactique. Ce sont des éléments bigrement importants pour évoquer un SAMA. Au niveau de la peau, donc, avez-vous la peau qui marque beaucoup? Pouvez-vous écrire sur votre peau, dermographiste? Avez-vous des boursouflures, dès qu'il y a un frottement, ce qui évoquerait le Darrier? Avez-vous fait de l'urticaire? Avez-vous des rougeurs et ou des démangeaisons sans explication logique, comme un effort physique, intellectuel, des odeurs, des changements de position et les UV du soleil? Donc, oui, non, voilà. Une question spécifique sur les odeurs que j'ai mis en plus parce que voilà, les odeurs qui rendent malade à ce point-là, c'est quand même assez spécifique. Êtes-vous allergique? Donc souvent ils disent non. Est-ce que vous avez déjà pris un anti-allergique? Ils disent oui. Et alors on leur demande pourquoi? Parce que j'ai une rhinite. Donc ils n'étaient pas allergiques, mais ils avaient une rhinite. C'est pour ça qu'il y a une banalisation des signes, on le sait bien, aussi bien dans le CED-HSD que aussi dans le SAMA, puisque ce sont des choses qui se rejoignent, et que souvent ils banalisent tous les symptômes. Il faut aller des fois les chercher, et je rappelle, pas pour qu'ils rentrent dans les cases, mais parce qu'on peut, faut aller chercher. Les signes digestifs, donc, qui sont effectivement importants dans le SAMA quand ils existent et qui peuvent être au premier rang, hein. Diarrhée, nausée, douleur abdominale, fréquente, là on peut mettre des croix, à fréquente ou intense, hein. Parce que j'ai déjà vu, moi, des gens où les signes digestifs étaient les premiers, les plus gênants. Les gens disant, mais si j'ai plus de problèmes digestifs, moi, mon SAMA, mon SED et tout, je vais arriver à le supporter. Ces signes digestifs, ces douleurs sont impossibles à vivre. Je rappelle ici, je l'ai évoqué tout à l'heure, qu'il y a eu déjà que j'ai vécu des hospitalisations d'enfants avec des douleurs abdominales très importantes, avec tous les examens négatifs. Et lorsque des internes ont la curiosité, puis la confiance qu'ils peuvent me donner pour dire, mais il paraît que les parents ont dit que peut-être il y avait quelque chose à faire et que je suggère que éventuellement il peut s'agir d'une poussée de SAMA et qu'à ce moment-là, plutôt que de donner de la morphine, des machins, etc., ou je ne sais quoi, des médicaments, des investigations importantes, dire, mais voilà, donner des antihistaminiques H1, H2 et des antileucotriennes, et puis on voit ce qui se passe par rapport à l'impasse dans laquelle vous êtes et de diagnostic et de thérapeutique. Essayez ça, c'est quand même pas voilà. Et
les internes qui ont fait confiance et qui ont essayé ont été étonnés beaucoup parce que très souvent, lorsqu'il y a un SED et qu'on sait que l'enfant a des signes de Sama et qu'on peut donner ce traitement, on peut sortir de cette impasse et diagnostique et surtout thérapeutique. Les signes respiratoires, donc si vous avez fait de l'asthme ou un pseudo-asthme, comme on disait, est-ce que vous avez des essoufflements, des signes cardiovasculaires, donc là, des signes de dysautonomie, avez-vous des palpitations, des sueurs, est-ce que vous avez des hypotensions, des hypotensions orthostastiques, est-ce que vous avez fait des malaises, et en particulier au changement de position, tout ça, ce sont des signes évocateurs. Ce qui fait que, en fin de compte, on a le récapitulatif, savoir si il y a des manifestations cutanées importantes, hein, oui, non, manifestations digestives, respiratoires ou ORL, ou des manifestations cardiovasculaires. Pour envisager un diagnostic de Sama, il faut qu'il y ait au moins 2 systèmes qui soient touchés. Hein. Et alors, bon, quand il y a les 4, et d'une façon très très positive, avec que des oui cutanés, digestifs et éventuellement cardiovasculaires, on peut à ce moment-là mettre effectivement hautement probable. Et puis, dans un deuxième temps, effectivement, faire ce qu'on a vu tout à l'heure, une tryptasémie au maximum du repos et une tryptasémie au maximum des faits qu'on attribuerait au Sama. Le traitement d'un Sama donc associé à un SED ou à un HSD, on ne va pas revenir sur SED et HSD, c'est complètement intégré. Donc, ces traitements, ils doivent viser à annuler les effets des médiateurs ou à éviter que le mastocyte dégranule. Le traitement, il est individualisé en fonction des signes cliniques qui sont très hétérogènes, très individuels et en intensité et en signes. Et la problématique est toujours de savoir ce qui revient au SED HSD et ce qui revient au Sama. L'avantage du Sama, c'est que quand on a fait ce diagnostic en particulier hautement probable, et avec éventuellement la tryptase, là, ça devient plus que hautement probable, à ce moment-là, on a accès à un traitement qui est simple, avec peu d'effets secondaires, la plupart du temps c'est très très bien conservé, et ce traitement de première ligne peut, en plus, le résultat peut être un argument diagnostique si on a un résultat important. Petit rappel, il existe des effets secondaires pour chaque thérapeutique et en particulier dans le SED-HSD associé à un Sama, il y a des raisons en plus pour qu'il y ait des effets secondaires. Donc, on a une certaine prudence lorsqu'on amène une nouvelle molécule, un nouveau traitement, et puis lorsqu'on augmente les doses. Le traitement, donc, les antihistaminiques H1. Alors, les antihistaminiques H1, donc la dose peut varier de 1 à 4. Alors, 4, ça paraît toujours, qu'est-ce que c'est que ça, etc. On a des fois des commentaires des pharmaciens ou des collègues. Non, 4, j'ai jamais vu ça. Donc, ce dosage, on en a une expérience ancienne, hein, depuis longtemps, en particulier dans le traitement des urticaires. Et puis, ce traitement de 4 antihistaminiques, c'est une posologie reconnue au niveau international et aussi national par le CEREMAS, qui est le centre de référence des maladies du mastocyte. Moi, personnellement, quand je fais mon ordonnance, je mets 2 cétirizine, par exemple, voire 3, éventuellement 4, et entre parenthèses, je mets cette ancienne formule, entre parenthèses, je dis 4, en chiffres, 4, enfin en lettres, pardon, 4, je ferme la parenthèse. Ça veut dire un peu aux collègues pharmaciens, écoute, je prends l'entière responsabilité de ce dosage et de cette posologie. Tu n'es pas obligé de dire il a dû se tromper, le médecin, 4, j'ai jamais vu ça, mais c'est de la folie, ou des choses comme ça, parce que ce sont des choses qui arrivent. Il est à noter dans le Sama, SED et le SAMED, j'avais intitulé comme ça SAMED en 2015, il est à noter que certains H1, antihistaminiques des sites H1, sont inefficaces. Il y en a, ils sont efficaces, et il y en a d'autres, ils ont des effets secondaires. Alors, l'effet secondaire le plus marquant, c'est
sur la vigilance, hein. Mais il y a effectivement des patients SED-SAMA qui, même à un demi-comprimé d'antihistaminique, ont des effets secondaires. Et d'autres qui, à une posologie de 3, n'ont pas d'effet thérapeutique. Donc, ça, c'est à noter. C'est beaucoup plus important en pourcentage que dans la population générale. Hein. Et qu'à ce moment-là, comme on a 7 à 10 antihistaminiques H1, il faut essayer un petit peu successivement pour trouver le bon. Généralement, on trouve le bon. Les antihistaminiques H2, donc c'est des antihistaminiques à visée plutôt digestive et ils neutralisent les médiateurs au niveau digestif. Le seul qui reste disponible en France actuellement, c'est la famotidine, 40 mg pour les adultes, ça existe à 20 pour les enfants, de 1 à 2 par jour. Voilà. Il y avait la ranitidine qui existait, la cimétidine, etc. Ce sont des antihistaminiques qui ont eu leur heure de gloire parce que leur AMM, c'était sur les ulcères et ça a été les premiers médicaments, effectivement, pour soigner les ulcères. Là, ce qui nous intéresse, c'est que c'est un antihistaminique H1, ce n'est pas son AMM sur l'ulcère. Les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons, sont plus efficaces sur un symptôme de pyrosis. Sauf que ceux-là, ils peuvent l'être d'abord, et puis en plus, ils sont utilisés en tant qu'antihistaminique H2. Antihistaminique H1, antihistaminique H2, et puis un antileucotriène. Donc, par rapport aux substances qui sont libérées, on essaye d'annuler l'effet de ces médiateurs. L'antileucotriène qui reste en France, c'est le montelukast ou le singulaire. Donc, son AMM, c'est dans l'asthme, mais il y a des gens qui ont un SAMA, un SED, un SAMED, et qui n'ont pas d'asthme, de manifestation respiratoire, mais on en donne quand même parce que c'est un antileucotriène et que ça peut donner des inflammations au niveau des muqueuses. Donc, anti-H1, anti-H2, leucotriène. Alors, le kétotifène ou le zaditaine, il est donné dans la classe des antihistaminiques, mais son mode d'action serait un renforçateur de membrane. Donc, il est un petit peu particulier. Il est vraiment antihistaminique, mais parce que il diminue l'effet de l'histamine puisqu'il empêche la libération. Mais je pense que c'est un faux classement et qu'il est plutôt renforçateur de membrane du mastocyte. Donc, il peut être donné aussi. Il a aussi comme effet secondaire une certaine somnolence, donc il est donné le soir, puis matin et soir, et puis il y a aussi une forme à libération prolongée. Le chromoglycate de sodium est un renforçateur de membrane, mais il est malheureusement plus disponible en France. Il semblerait qu'il pourrait l'être en prescription, mais enfin c'est sujet à aussi quelques précautions. La N-acétylcystéine, qui serait aussi un renforçateur de membrane, qui n'est pas remboursé, à raison de 2 fois 600 mg, et puis l'aspirine. Alors l'aspirine aurait 2 fonctions en fonction du dosage. Dans un petit dosage 75-100 mg, eh bien, dosage d'anti-agrégants plaquettaires, il aurait un effet de renforçateur de membrane. Et puis, aux doses plus importantes, d'1,5 g à 3 g, il est, et ça on le sait, il est un antiprostaglandine et parmi le meilleur antiprostaglandine. Bon, très souvent, l'aspirine n'est pas bien tolérée dans le SED et le SAMA, surtout le SED, et puis il peut donner aussi des allergies dans le SAMA. Donc, dans SED, HSD associé au SAMA, dans le SAMED, il faut avoir une grande prudence dans l'emploi
de cette aspirine. Et j'en profite parce que j'ai lu un article, mais il y a quand même quelques années, mais je ne le retrouve pas, je crois que c'était un article américain qui disait que pour le SAMA, alors que ce n'était pas associé au CEP, c'était un article uniquement pour le SAMA, donc, qui disait que l'aspirine était tellement important comme antiprostaglandine que pour certains patients, il faisait une désensibilisation s'il y avait une allergie à l'aspirine pour pouvoir profiter du médicament d'une façon secondaire. Donc, je n'ai pas remis la main sur cet article, c'est dommage. Et donc, voilà, ils allaient jusque-là dans le traitement d'un SAMA non associé à un CED HSD. Et puis, l'oxygénothérapie séquentielle a un effet renforçateur de membrane. Je ne reviendrai pas sur ces autres effets dans le CED. Isabelle pourrait aussi revenir là-dessus. Donc, voilà les principaux médicaments et le traitement principal que nous avons à notre disposition en médecine générale de ville. Un petit volet particulier pour le Xolair ou l'omalizumab. Lorsque le traitement bien conduit donne des résultats insuffisants ou un échec, on est en droit effectivement de pouvoir être amené à proposer ce Xolair. Cette prescription, alors c'est un anticorps monoclonal pour neutraliser, enfin, c'est pas pour neutraliser, c'est pour normaliser les immunoglobulines de type E, les IgE, ça les normalise. Et cette prescription en France ne peut être faite que par un pneumologue, un dermatologue, un pédiatre, un interniste, un hématologue ou un médecin hospitalier. Donc, c'est une injection mensuelle ou une injection tous les 15 jours, ça dépend du protocole. Voilà, mais en médecine générale, on ne peut pas le prescrire. Mais il faut envisager de passer là. Un autre volet particulier, donc le choc anaphylactique et l'œdème de Kuhn, parce que il y a là un pronostic vital qui peut être mis en cause. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens, de patients qui avaient eu un œdème de Kuhn ou un choc anaphylactique et qui n'avaient pas de prescription d'adrénaline auto-injectable style Anapen. Donc, il faut absolument, lorsque on a un CED, un HSD, mais un SAMA hautement probable, aller voir quand même s'il y a effectivement eu un œdème de Kuhn, un choc anaphylactique, il faut absolument prescrire cette adrénaline et faire une éducation et du patient et de l'entourage. Ça, voilà, c'est un pronostic vital qui est mis en cause. Et là, on a une prévention à faire. Et puis, une désensibilisation éventuelle si on a mis en évidence un déclencheur, en particulier abeilles et guêpes. À propos des évictions, on pourrait tenter de dire on enlève tout ce qui dérange et puis termine. Alors bon, ça s'impose d'elle-même lorsqu'en plus il y a certains aliments qui ont posé des problèmes et en plus il y a un dégoût. Je parlais des huîtres tout à l'heure ou des poissons. Bon, les gens ils n'aiment pas les huîtres, donc ils vont l'éviter. On ne va pas leur dire forcez-vous si vous n'aimez pas ça et que vous avez déjà le dégoût, non, mangez pas. Mais il semble assez difficile, comme quelquefois ça peut être, j'ai pu le voir, de donner une liste d'aliments à supprimer qui contiennent de l'histamine ou qui sont histaminolibérateurs, qui libèrent voilà, parce que la liste est vraiment hyper longue. Comme ce sont des gens très souvent qui ont déjà par eux-mêmes essayé d'enlever le gluten, plus ou moins complètement, et puis le lait, qui se sont trouvés plutôt mieux, etc. Si en plus on leur enlève tous les médicaments qui contiennent de l'histamine, qui sont libérateurs d'histamine, eh ben, je me demande bien ce qu'ils vont manger et quel plaisir ils vont prendre. Donc, alors, il y a des gens qui ont tellement de problèmes digestifs, ils disent, mais de toute façon, je n'ai plus de plaisir, etc. Bon, mais en mangeant, donc
mais quand même. Donc, c'est vraiment individuel, que ça peut changer d'intensité et d'objet. Donc, ça ne sert à rien d'éliminer tout, alors que des gens supportent très bien certains produits. Quand on est habitué à demander quels aliments auxquels vous êtes intolérant, et ça, vous en mangez, oui, ça, non, pas de problème, pas de problème. Ah bon, non, non les cacahuètes ou les noisettes spécifiquement. Les noix, ça va, il ne faut pas que j'en mange trop. Non, non, les noisettes, ça, c'est pas... Donc, voilà, après, ils se connaissent mieux que personne. Ils ont en plus le traitement et ça a tendance plutôt à élargir le régime que à vouloir le restreindre. Donc, voilà. Une petite anecdote. Donc, oui, moi, j'étais arrivé un petit peu au SAMA parce que j'avais deux patientes qui avaient un CED et qui, du jour au lendemain, ne pouvaient plus manger d'huîtres alors qu'elles adoraient ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en l'espace d'une demi-heure, trois quarts d'heure, c'était nausées, vomissements, diarrhée. Alors qu'elles en ont mangé tout le temps avec un appétit féroce et un goût pour ces huîtres, et elles ne pouvaient plus toutes les deux en manger. Donc, je suis allé regarder sur les huîtres, l'histamine qu'il y avait dans les huîtres, et quand l'huître était stressée, il y avait plus d'histamine, et quand l'huître, elle restait 3-4 jours en dehors de l'eau de mer, elle a stressé plus, mais, alors qu'elles sont même des fois meilleures quand elles ont 2-3 jours, c'est un goût un petit peu différent. Eh bien, à ce moment-là, il y a plus d'histamine, etc. Et c'est comme ça que j'étais tombé sur le SAMA. Voilà pour la petite digression. Donc, pour arriver à la conclusion, donc c'est très important de repérer un SAMA lorsqu'on a un diagnostic de CED ou de HSD, parce qu'on a accès à ce traitement qui est simple et qui peut donner des résultats, mais très intéressants, voire spectaculaires. Autant, il y a aussi des échecs spectaculaires qu'on ne comprend pas bien et voilà, qui sont intéressants pour nous quand on recherche sur le CED et sur le SAMA. Pourquoi certaines personnes ne réagissent pratiquement pas et pourquoi des gens ont un résultat spectaculaire, du genre, je pense à une jeune femme dont le papa était médecin, ils sont venus ensemble et je les ai vus un an, 9 mois après. Eh bien, alors qu'elle était pratiquement en fauteuil, elle a pu faire des randonnées, et même avec presque de la moyenne montagne. Donc, on peut avoir ces résultats spectaculaires. Attendez, il est spectaculaire dans ce cas-ci, il y a des échecs retentissants dans d'autres, mais très souvent, il y a un résultat intéressant. Donc, pourquoi, lorsqu'on a un CED, un HSD, pourquoi pas voir s'il y a un SAMA et profiter de ce traitement? Voilà, je vous remercie de votre attention et ça nous laisse un petit peu de temps pour répondre aux questions. Écoute, merci beaucoup Daniel, c'était très clair. Je te remercie simplement. Moi, j'ai une question que je vais préciser tout de suite. J'ai des patients qui vont dans un centre Cérémast qui est tenu par une personne. Les gens m'ont vu, c'est un SAMA d'après le questionnaire et cliniquement. Je les ai mis sous traitement, ils vont beaucoup mieux. Et quand elle les voit, elle leur dit qu'ils n'ont pas le SAMA parce qu'ils n'ont pas les tryptases. Il faut bien préciser que les tryptases, si c'est positif, c'est bien, mais ça peut être, on peut avoir le SAMA et avoir les tryptases normales. Alors, dans ce que j'ai abordé tout à l'heure, même l'augmentation, elle est dans les chiffres normaux. Non, oui, l'augmentation. La tryptase, le taux de tryptase est normal dans le SAMA. Le consensus dit que ça peut être un argument, l'augmentation de la tryptase entre un état basal et un état où il y a des manifestations de SAMA. Cette augmentation, pour qu'elle soit valable, il faut qu'elle soit de 20% du chiffre basal auquel on ajoute 2. Mais dans le cas où il y a un taux basal de 5, on arrive à 8 ou 10. Mais ce sont toujours des chiffres de tryptasémie normales. Donc, voilà, on n'a pas besoin d'une... La tryptasémie étant anormale, on n'est pas dans un SAMA.
Ça peut éventuellement, et dans des tryptasémies très élevées, il y a une maladie congénitale, effectivement, qui existe. Hein. Mais la tryptasémie, elle est normale. Voilà. Dans le SAMA, elle est normale. C'est ça, il faut bien comprendre que ça augmente. Le problème pour mes patients, c'est effectivement de faire la prise de sang au moment de la crise. Parce que la crise, on ne sait pas quand elle arrive. Donc, il faudrait faire la prise de sang au moment de la crise et c'est un peu compliqué. Eh bien, on fait moi je l'ai déjà fait, je fais une ordonnance sans date en disant, voilà, vous faites cette prise de sang, vous mettez la date au moment où même on peut mettre la date, on a le droit de faire une prise de sang 6 mois après. Vous avez une ordonnance pour une prise de sang pour doser la tryptasémie quand vous serez dans un accès. Donc ça, on peut le faire. Par contre, il faut aussi faire ce taux basal, c'est-à-dire pas dans un moment où il y a beaucoup de manifestations.